Je vous écris d'un pays lointain. On l'appelle la Sibérie. À la plupart d'entre nous, il n'évoque rien d'autre qu'une Guyane gelée. Et pour le général tsariste Andreevitch, c'était le plus grand terrain vague du monde. Il y a heureusement plus de choses sur la terre et sous le ciel, fussent-ils sibériens, que n'en ont rêvé tous les généraux. Tout en vous écrivant, je suis des yeux la frange d'un petit bois de bouleau. Et je me souviens que le nom de cet arbre en russe est un mot d'amour. Biryosinka. Cet automne pourrait être Hermononville ou la Nouvelle-Angleterre. N'étaient ces ouvriers du télégraphe, bottés comme Michel Strogoff, qui font à hauteur de trapézistes des gestes de cordonniers. Ceux-là font croire à la Sibérie. Pas seulement par la couleur locale avec leurs bottes, leurs toques et le joli collier en sucre d'orge de leurs chevaux, mais cette idée, par exemple, que si l'un de ces cosaques grimpeurs se mettait par distraction à enrouler son fil jusqu'à l'autre bout de la ligne, il en ramènerait une pelote de 8000 kilomètres. Une brèche dans la forêt, c'est qu'une ville est passée par là, comme une bête. Qu'on se trompe de trace et l'on aboutirait peut-être à un ours, à un tigre. En les suivant bien, on trouve une ville. Angarsk, à 300 km de la voie ferrée, a été conçu en 1947. Il a fallu 4 ans pour conquérir sur la forêt, mètre par mètre, sa liaison avec le transsibérien. Première pierre en 1951. Aujourd'hui, 100 000 habitants, y compris les 35 000 enfants nés pendant la construction. Citoyens d'une ville qui n'existait pas encore. Mais la dernière maison franchie, on se retrouve dans la forêt de l'âge de pierre, la taïga. Je vous écris du bout du monde. Le proverbe sibérien dit que la forêt vient du diable. Le diable fait bien les choses. Sa forêt au total est aussi vaste que les États-Unis. Il est vrai qu'il a peut-être aussi fait les États-Unis. Lorsqu'il n'est pas occupé à fabriquer des forêts ou des États, le diable vole des âmes. C'est du moins ainsi que les Sibériens ont longtemps compris la mort. Dans ce sol gelé, où les cadavres ne changent pas, sous ces tombes où la glace apparaît en creusant, la vie et la mort ne diffèrent que d'un rien, d'un souffle. Qu'on le lui rende, et le corps est prêt à revivre. À revenir partager la vie lente et frileuse des villages de bois, à ramener les chevaux errants, à construire les chasse-neige, à conduire les troupeaux dans leur pèlerinage à des terres plus douces. J'ai rencontré ce matin un kolkhoz de canard. Le canard est un animal naturellement collectiviste, point de canard koulak. Bien que la matinée fût très froide, ils voulurent bien, par sympathie cinématographique et au nom de l'amitié entre nos deux peuples, se prêter à de grandes manœuvres d'escadre dans une eau glaciale, au risque d'y rester pris. Mésaventure qui arriva dans ces parages à une autre bête plus grosse, plus célèbre et d'ailleurs plus rare, le mammouth. Les mammouths de la Sibérie ne rêvaient que de passer l'hiver à Paris. Fuyant Lucas et le Knout, ils s'en perdaient pas mal en route. On les trouvait 30 siècles après, quelque peu knock qu'à août. Assez étrangement,
Le seul animal auquel Sibériens et Chinois trouvaient un air de famille avec le mammouth était la taupe. Pour eux, il en était la variété géante, creusant sa galerie et bosselant de son front la surface de la terre. Le talon d'Achille de cet animal important était son extrême sensibilité au soleil. Qu'un rayon l'en frappe, il décédait aussitôt. Et la preuve, disaient les Chinois gens épris de logique, c'est que si l'on rencontrait un de ces animaux à ciel ouvert, il était mort. D'où le nom chinois du mammouth, Chu Mu, c'est-à-dire la mère des souris. Pour les Occidentaux, le mammouth posait d'autres problèmes. On le connaissait de vue. Ses portraits étaient dus aux artistes les plus cotés des temps préhistoriques. Il devait à l'abbé Breuil une grande part de sa publicité. D'ailleurs, l'Église et le mammouth avaient toujours entretenu d'excellents rapports. On adorait à Valence une molaire de mammouth attribuée à Saint Christophore. Et, en 1789, on promenait encore en procession à Saint-Vincent un fémur de mammouth que l'on présumait sorti de la cuisse du saint. Les premières découvertes de mammouth avaient eu lieu au XVIIIe siècle, sans que l'opinion publique s'émût exagérément. C'est en 1900 que le mammouth devint furieusement à la mode, lorsque de hardis pionniers, forçant les solitudes sibériennes, ramenèrent en chair et en os des mammouths congelés. Les savants qui partaient pour ces rudes contrées devaient être, c'est certain, des athlètes complets. Il fallait par les Yakoutes bannir la panique et le doute et supporter moins 30 en août pour trouver des mammouths. Le mammouth apparaissait généralement à la faveur d'un glissement de terrain. Le temps que l'expédition arrive sur place, il pouvait avoir été réabsorbé par la terre, ou simplement dévoré par les bestes. On trouva cependant plusieurs squelettes, et même de la viande bien conservée. De 1707 à 1908, 18 mammouths et 6 rhinocéros des glaces avaient été découverts. C'est avec le vague espoir d'en ramener au moins une incisive que nous sommes allés en pèlerinage au lieu de découverte le plus proche, sur les bords du grand fleuve sibérien, la Lena. Liena, Sienne. Longue comme 5 scènes, large comme 50, la Lena en russe a la gentillesse de rimer avec elle. Imaginez donc une scène géante, paresseuse. Un fleuve qui serait l'inverse d'une chaîne de montage, qui se démantibulerait un peu plus à chacune de ces stations faites de maisons de poupées, pour aboutir en pièces détachées, quelque part dans le nord, à un estuaire de 200 km. C'est la seule route de ce pays sans route, la grande rue du village Sibérie par où tout le monde passe, et au bord de laquelle, attendant le transport, dorment sous leurs bâches des autobus, des bulldozers, des machines agricoles, des statues de Lénine pour parc de culture, des maquettes de fusées pour planétarium, de fausses jeeps et de vrais pobiédas. Et encore, les caisses de fourrure d'animaux variés, dont la zibeline, une sale bête qui ferait aimer la fourrure, et le renard bleu, une gentille bête qui ferait aimer le nylon. Зачем тебе в ковчег было пробираться? Раз шубу капитана придется превращаться. Орел величавый с орлиным полетом, когда ты придешь, видны твои носки.
Они же тебя лучше. Чего тебе кричать все? Чур меня, да, чур меня, чур меня, да, чур меня. Je vous écris du pays de l'enfance. C'est ici qu'entre 5 et 10 ans, nous avons été poursuivis par les loups, aveuglés par les Tartares, transportés avec nos armes et nos bijoux dans le Transsibérien. C'est le plus long chemin de fer du monde. Il a transporté Tchekhov, Sandra Regati. Je me dois de les convoquer ici, comme autant de vaches sacrées, pour regarder passer, sous les vols de canards sauvages, le romantisme plus l'électrification. Il est 7 heures du matin à Irkoutsk, 6 heures du soir à Mexico, minuit à Paris. Vous dormez. Je regarde le grand barrage d'Irkoutsk, posé sur son reflet, comme une station de l'espace. La première équipe du barrage monte au travail à l'heure où la troisième équipe de chez Renault en descend. Le brouillard est peuplé de grandes cocottes en mécano, encore immobiles. Ici, en travers de l'Angara, à l'endroit précis où Michel Strogoff se trouve environné de flammes, on construit la plus grande centrale électrique du sud sibérien. Les pêcheurs de l'Angara prennent leur premier poisson à l'heure où les pêcheurs de la Seine en ont déjà pris 10, en rêve. Il est 1 heure à Malte, midi en Nouvelle-Zélande. Et voici juste l'image que j'attendais, que tout le monde attendait, sans laquelle il n'y aurait pas de film sérieux sur un pays qui se transforme. L'opposition du passé et de l'avenir. À ma droite, le camion, 40 tonnes. À ma gauche, la télègue, 400 kilos. L'ancien et le nouveau, la tradition et le progrès, le Tibre et l'Oronte, Philémon et Chloé. Regardez-les bien, je ne vous les montrerai plus. Il est 7 heures, 1 minute. Un camion d'Irkoutsk fait danser les bateaux du pont flottant, à l'heure où le coup de klaxon d'un routier réveille en sursaut 211 Dijonnais. 4 turbines fonctionnent déjà. Il ne s'agit pas d'illuminer Irkoutsk. Il s'agit d'apporter l'électricité à toute une région qui est le point de départ de la reconquête des terres gelées. C'est ici que tout commence, tout. La mise en valeur d'une nature vierge, l'accroissement des ressources et le bien-être qui en revient, mais aussi les valeurs morales qui suivent les transformations matérielles comme les cantinières, les armées, la curiosité, la réflexion, l'ouverture au monde et la culture. Il est 7 heures 2 minutes. Les cocottes commencent à bouger. Ce sont de vrais monstres, 30 mètres de haut. Et comme il convient à chacun de ces monstres, il y a une jeune fille. Elle lui donne des ordres en alphabet monstre, et le monstre obéit. Et on se plaît à imaginer une idylle entre la petite fille du sol et l'homme de la grue. Le poète russe Alexandre Vierny compare ces tounnettes à des poissons pilotes. On rêve d'être grutier à Irkoutsk pour pouvoir offrir du bout de la flèche à une de ces poissonnes pour son anniversaire une boîte de chocolat haute comme une maison. Maintenant, le chantier s'agite. Les voitures se faufilent entre les pattes des grues comme des chats qui se poursuivent dans le métro. Mais à l'étage au-dessus, les grues indifférentes ont l'une pour l'autre des politesses ou des fureurs de dinosaures. Et tout le barrage devient un spectacle qui tient de la grande roue, du combat naval, de la villa d'Est et du billard électrique.
Retour à la taïga. Le côté cartésien de la Sibérie, c'est que le voyageur, à l'endroit devant lui, est toujours sûr de se perdre dans une forêt. S'il marche longtemps vers le nord, il trouvera en prime la toundra et la banquise, l'ensemble composant un empire du froid de 11 millions de kilomètres carrés qu'il faut conquérir et transformer, mais d'abord qu'il faut connaître. À quoi s'emploie Vladimir Melnikov, directeur de l'Institut du froid à Yakoutsk. Dans ce climat qui a ses pointes, ou plutôt ses creux, de moins 60 en hiver, ce n'est pas par nostalgie que Vladimir Alexandrovitch a un ventilateur sur son bureau. C'est qu'en été, il fait plus 40. En Sibérie, le climat vous secoue, les routes aussi. Mais folie que l'automobile lorsqu'il existe un moyen de transport parfaitement adapté au terrain, le renne. Toute l'économie des peuples du Nord repose sur le renne. Il leur est tour à tour le blé, le lin, la barque, l'arbre de Noël, l'armoire à pharmacie et le sacristain. Castré, il sert de cheval et gagne en prime de conserver les beaux bois soyeux que les mâles imbéciles se découpent en lamelles. On n'en finirait pas de chanter les louanges du renne. Avec son guidon de velours et la façon dont on le fait avancer à coups de talon, il est ce que Dieu a inventé de plus proche de la bicyclette. Et si j'en avais les moyens, je ferais tourner un court-métrage publicitaire à sa gloire. À l'entracte, ou mieux encore, entre deux bobines d'un film. L'image s'interromprait tout d'un coup et l'on verrait quelque chose comme... Si j'interromps un court moment cette projection, ce n'est pas pour vous vanter un nouveau produit, mais pour vous rappeler qu'il existe un produit ancien, un produit unique, un produit absolu qui remplace tous les produits, et que c'est le renne. Non seulement animal domestique, moins encombrant que le chien, moins intimidant que le chat, moins insidieux que la puce, le renne vous comblera. Mais vous qui vous plaignez de votre voiture, le renne vous transportera. Vous qui vous plaignez de votre tailleur, le renne vous vêtira. Vous qui vous plaignez de votre médecin, le renne vous soignera. Vous qui vous plaignez de votre intérieur, le renne vous décorera. Vous qui vous plaignez du destin, le renne vous protégera. Et n'oubliez pas que pour petits et grands, le renne est un aliment complet qui contient de la chlorophylle. Ménagères du monde entier qui m'écoutez, à Moscou, à Rome, à New York, à Pékin ou à Paris, méfiez-vous des contrefaçons. Ni le cerf, ni l'élan, exigez toujours le renne. En suivant les rennes, nous sommes arrivés à un campement évêque. Les évêques, comme vous savez, sont des Tungus. Les Tungus et les rennes sont traditionnellement liés. Mais on peut se demander si la tradition vient des Tungus qui aiment les rennes parce qu'ils sont utiles, ou des rennes qui aiment les Tungus parce qu'ils sont légers. Tungus et rennes ont longtemps été nomades ensemble. Aujourd'hui, tout cela est changé. Avec une sagesse digne de l'antique, on leur a assigné des bases. Resterait-il des années sans s'y montrer qu'il n'en serait pas moins passé de la catégorie douteuse de nomades à la catégorie respectable de sédentaires en déplacement. Ayant offert au chef de famille un porte-monnaie en plastique, d'autant plus apprécié qu'aux approches du cercle polaire, le manque de prise unique se fait sentir, nous avons eu droit à l'offrande rituelle du bois de renne fraîchement scié. Rassurez-vous,
le renne n'en souffre pas plus que d'un ongle coupé ras. C'est du moins ce que le grand-père m'a affirmé en tongouze. Le père en mauvais russe et le petit garçon en très bon russe. Car ces enfants qui ont hérité de l'instinct des ancêtres chasseurs d'ours vont à l'école et apprennent des métiers. C'est peut-être dommage pour la chasse à l'ours, mais, dit le grand-père Innocenti qui a 103 ans, la chasse à l'ours est affaire de jeunes. Passé 80 ans, ça devient dangereux. Car Innocenti, c'est à la lance qu'il attaquait celui qu'on appelle toujours Mishka, comme s'il n'y avait qu'un seul ours. Mais cet ours unique, Innocenti l'a tué 85 fois. Mishka, je l'ai rencontré à Yakoutsk. Il s'appelait d'ailleurs Ouchatik, petites oreilles. Sous une apparence un peu mitée, conséquence d'une théière renversée sur lui dans son enfance, c'était un ours jovial et assez causant. Boris Sergueïtch l'avait recueilli bébé ours dans la taïga, et depuis, il faisait partie de la famille. C'était le cousin ours. L'ours Ouchatik, après son petit déjeuner de baie rouge, faisait sa promenade matinale dans Yakoutsk. Nous l'avons accompagné. Ses réactions aux caméras étant imprévisibles, on nous avait proposé la protection d'un policier armé. Mais ayant beaucoup plus peur des policiers que des ours, nous avons poliment décliné. Sur notre chemin, nous avons éveillé l'intérêt de jeunes pionniers ravis de voir des cinéastes, et plus encore des Français. Nous retrouvions là les composantes de l'incroyable et assez émouvant prestige de la France en URSS. Un quart de 89, un quart de Zola, un quart de Comédie Française, un quart de Paris by Night inavoué et 4 quarts d'Yves Montand. Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштана, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне, когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Quand on écoute l'ami lointain, de bonheur et de joie nous emplissons refrain, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Tout en écoutant les louanges d'Yves Montand, je regardais autour de moi. Un travail, une énergie et un enthousiasme indéniables. Un très lourd passé et une éclatante confiance en l'avenir. D'énormes lacunes et la ferme volonté de les combler. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakoute, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie, est une ville moderne où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk,
où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité. Ce n'est pas une promenade dans les rues de Yakoutsk qui vous fera comprendre la Sibérie. Il y faudrait un film d'actualités imaginaires, pris aux quatre coins du pays. Je vous le projetterai par exemple dans le joli cinéma verni de Yakoutsk, et je vous le commenterai à l'aide de ces tournures sibériennes qui sont déjà des images. La saison de l'eau qui meurt, c'est l'hiver. L'esprit du lièvre d'hiver, c'est la neige, cette bazardeuse. Le bœuf gris qui a bu toutes les eaux de la vallée, c'est le gel, laissant derrière lui des bateaux furieux de s'être laissés prendre. Mes actualités imaginaires commenceraient sur ces images d'hiver, cette longue nuit blanche qui couvre la moitié de l'année. Un ballon météo vous amènerait au-dessus des montagnes de Veroyansk, pôle du froid à -69, la plus basse température du monde. Il y a 8000 habitants. Vous verriez les grosses chenilles de cailloux, sculptées par les dragues chercheuses d'or. Vous verriez sur la neige les bouleaux blancs devenus pattes de chouette. Et comme si la forêt avait été rassemblée d'un seul coup, en bottes, tronc contre tronc, et rasée par un fil à couper les arbres, vous verriez Yakoutsk replantant ses pavés. Vous verriez un monde à l'envers, où les maisons se déplacent en traîneau pour retrouver leurs habitants, et où les chasseurs vont déposer dans la forêt des bêtes vivantes. Dans un an, le chasseur des fleuves tuera le castor qu'il caresse. Il y a un an, le chasseur de la toundra jouait avec le petit renard blanc qu'il va prendre au piège. La marge de tendresse est faible pour des bêtes dont la fourrure est une richesse, la seule pendant des siècles. Il y en avait d'autres. On s'est aperçu que la Sibérie était une pauvresse qui dormait sur un matelas plein d'or. Le difficile était d'atteindre le matelas. Je voudrais vous montrer la version sibérienne de la croqueuse de diamants. Larissa Popougaïeva, jeune géologue parachutée en pleine taïga au printemps 1954, à la recherche de la Terre bleue. Après 4 mois passés à surmonter l'insurmontable, elle trouve du minerai. On creuse, on mine, on extrait. Le gisement est plus important que ceux d'Afrique du Sud. L'or, lui, se cherche dans la terre noyée. Avant le passage des dragues, au fond desquelles il restera, des espèces de pompiers vêtus en pêcheurs bretons attaquent le terrain à la lance. Les vrais pompiers, eux, s'habillent en aviateurs. Car ce qui brûle le plus souvent en Sibérie, c'est cette autre richesse, la forêt. Et quand la pluie ne suffit pas à l'éteindre, on fait pleuvoir les pompiers. Pour joindre la forêt à l'usine, pour faire son marché, pour aller à l'école, pour partir en vacances, les Sibériens ne connaissent que l'avion. Ces avions, le manque de concurrence sur route et sur rail les prive de tout merveilleux. Comme des femmes dans un monde sans hommes. Des autocars volants, mais qui ont du moins le privilège de vous déposer dans des endroits intéressants, où il est conseillé de se déguiser en ours pour passer inaperçu.
Et puis, je vous montrerai les Yakoutes. Ne les prenez pas pour de vagues cousins de Nanook l'Esquimau. Ils ont leurs artistes et leurs chirurgiens, leurs écrivains et leurs bardes. Dans les très anciens temps, le sage Elei et la fille du puissant Tomogoy s'unirent pour créer le premier Yakout. Mais surtout, je vous montrerai les fêtes du printemps, lorsque parmi les danses et les flots de lait de jument fermentés, revivent les poèmes chamaniques. Arrive, ô cheval de la steppe, et enseigne. Sors, taureau merveilleux de l'univers, et réponds. Ô esprit du soleil, qui demeurez dans le midi sur les 7 collines, ô mère de lumière qui connaissez la jalousie, je vous implore que vos 3 ombres se tiennent bien haut. Et toi, à l'Occident, sur ta montagne, ô Seigneur, mon aïeul, à la force redoutable, au coup puissant, sors avec moi. Je vous montrerai les derviches tourneurs du dégel. Les armées en déroute de l'hiver refluant sous les insultes, tandis que tout un peuple païen invente la résurrection. Je vous montrerai les reines descendant à la rencontre de cette marée de douceur. Et plus haut dans le nord, les derniers jeux de l'hiver où le renne se couvre d'une gloire que j'avais oubliée, la gloire olympique. C'est là que s'achèveraient mes actualités imaginaires, sur cette chasse à courre au pays du miroir, où tout le monde gagne et tout le monde a un prix. Le prix le plus précieux étant sans doute le retour de la saison d'été, et avec elle, de la couleur. Nous pourrions alors revenir à Yakoutsk et mieux comprendre, à la lumière impitoyable de l'hiver qui a façonné ce pays, qui a disposé ses mines et ses pièges, quelle victoire représente les choses les plus simples. Des maisons protégées du froid, des écoles, des bibliothèques, tout ce dont les Sibériens nous rappellent l'existence avec une fierté qui nous fait sourire, alors que notre ironie est peut-être plus naïve que leur enthousiasme. Il y a 20 ans, pense Grégoire Savine, j'ai lutté avec un ours à l'endroit où nous bâtissons. Toute la Russie connaît l'histoire de l'ours philanthrope, qui aide un paysan à construire sa maison. À la fin, c'est un ours stakhanoviste et bien élevé, qui participe aux travaux de tout le village, comme dans une chanson de Charles Trenet, et qui s'essuie les pieds avant d'entrer dans l'isba. La tradition doit s'être un peu conservée, puisque c'est dans ces parages que j'ai retrouvé, prenant son bain de rivière, mon ami Ouchatik. Вернуться к себе. Ты не хочешь вернуться ко мне. Ты не хочешь в церковь идти. Ты не хочешь в школу идти. Ты по улице хочешь гулять и гостинцы ребяткам раздавать. Aux portes de Yakoutsk, lorsque nous y sommes rentrés, un public intéressé suivait le jeu de jambes de l'ours Ouchatik qui, entre-temps, avait trouvé le moyen de se débarrasser de sa laisse et manifestait ses tendances anarchisantes avec des feintes de jeunes chiens. On put même croire un instant qu'il allait s'emparer du sidecar de Boris Sergueïtch.
Perverti par le cinématographe, Ouchatik allait-il partir en moto, à l'instar des ours vedettes du cirque de Moscou? Non. La gourmandise eut raison de l'indépendance. Touchant spectacle. Mais que les âmes insensibles se rassurent. Si Boris Sergueïtch veille aussi paternellement sur Ouchatik, c'est en pensant au jour prochain où il le mangera. Je vous écris du pays de l'obscurité. C'est le nom que lui donne Marco Polo, et c'est l'image que s'en font les premiers conquérants moscovites, laissant derrière eux ces ostrogs de bois, comme les tours d'un jeu d'échecs dont les rois sont morts. Les écoliers apprennent comment l'empereur de Russie et l'empereur de Chine se disputent la province d'obscurité. Chacun ignorant la langue de l'autre, le traité final est rédigé en latin par 2 jésuites qui sont seuls à le comprendre. La christianisation n'en profite guère. La présence dans les légendes d'un mauvais esprit supplémentaire qui s'appelle le Christ sera le seul témoignage de l'interrègne des popes entre le chaman et le commissaire. À partir de là, le travail des bâtisseurs va rejoindre les plus anciens thèmes de la mythologie sibérienne. Et le voyage souterrain du chaman noir, ceux qui ont réussi à faire tenir debout des maisons de pierre sur le sol sibérien l'accompliront aussi, et pour la même raison. Le voyage du chaman noir, je l'ai fait dans un des puits de l'Institut du Froid à Yakoutsk. À 2 mètres sous la surface, la couche de glace apparaît et c'est cette terre gelée dont il a tant été question. Au-dessous, des grottes. Je m'attendais à des machines, à des galeries, à des paysages lunaires. Je ne m'attendais pas à des fleurs. La conservation des fleurs jusqu'au printemps n'est qu'une jolie parenthèse dans le travail des techniciens de Yakoutsk. Ils ont inventé au passage le frigidaire de la nostalgie. Mais il y a plus à tirer de cette mine de froid, ou mieux, de cette ménagerie du froid. Ici, l'ennemi est en cage. On l'observe, on le travaille, on le soumet à des expériences, on étudie ses réactions. Cela se passe dans des couloirs de métro, sur des balances d'épicier et sous une température constante de -3. Des appareils de classe de physique fournissent des indications sur la résistance de la glace à la pierre, au métal. On y voit les étagères des bijoutiers du froid. On y voit des pendants d'oreilles pour jeunes géantes. On y voit même André Gide, aussi bien conservé que les fleurs. Ce sable dans lequel sont taillées les murailles et les plafonds de la mine, le gel le maintient comme un ciment. Mais qu'une main l'effleure et il tombe en poudre. Vu de près, c'est une nébuleuse de coquillages. Hier, la mer était là. Mais les techniciens du froid n'ont le vertige que devant l'avenir. Pour eux, c'est à l'intérieur même de cette terre inhospitalière que l'homme trouvera l'hospitalité. Leurs expériences de laboratoire sont la maquette d'un univers souterrain de science-fiction. Lecteurs de Jules Verne, comme tous les Russes, ils préparent le voyage au centre de la Terre, en même temps que leurs collègues astronautes donnent le coup d'envoi de la Terre à la Lune. En sortant de là, nous étions un peu ivres de froid et d'anticipation. Nous imaginions les joueurs du Spartak de Yakoutsk recevant enfin Dynamo d'Odessa, ou pourquoi pas l'Olympique de Marseille, dans des stades souterrains avec arbitre électronique faisant tilt quand le public siffle. Ainsi, plus de saison de football, plus de saison d'athlétisme, un printemps éternel pour toutes choses, y compris pour les parcs de culture, ces jardins d'enfants pour adultes que l'approche de l'hiver des peuples.
eux aussi. La culture, c'est ce qui reste quand tout le monde est parti. Nous nous sommes promenés dans ce parc de culture solitaire et glacé. Nous avons regardé les affiches des derniers films projetés. Comble d'insolite, elles nous étaient familières. Fidelio, La Dame de Pique, Don Quichotte. Un petit vent de zigane nous raclait les os. Et devant la bibliothèque, la statue d'Ordzhonikidze, boulonnée à son socle comme Ulysse attaché à son mât, eut l'air aussi étonné que nous en apercevant au fond d'une allée un visiteur étrange. Un cheval noir aux pattes entravées. Déporté en Yakoutie avant d'en être le protecteur, Ordzhonikidze était-il l'intercesseur des chevaux échappés qui viennent demander le droit d'asile dans cette cathédrale en plein vent? Ordzhonikidze lui adressa de la tête un signe de commandeur, et le cheval se perdit dans le sous-bois. En nous voyant, il avait compris qu'il se trompait de scène. Il a dû réapparaître aussitôt dans une légende yakoute, il y a 1000 ans. La mémoire humaine ne peut guère retenir qu'un nom par catégorie, d'où la monogamie et la publicité. Pour capitale de l'or, l'Amérique a eu Dawson, la Sibérie a Haldane. Ce campement de chercheurs d'or s'appelait la Imperceptible, du nom d'une petite rivière qui le traverse. Devenue ville, on l'a rebaptisé Haldane, qui sonne mieux, du nom d'une autre rivière, qui d'ailleurs n'y passe pas. Mais on ne peut pas tout avoir. Fenêtres en dentelle, rideaux, plantes vertes, nous sommes en Russie. Mais qu'une carriole passe, et la musique de leur aidant, c'est l'Amérique des pionniers. Car la Sibérie avait eu sa ruée vers l'or. Sur ces mêmes bateaux à haute cheminée, qui ramèneraient un jour Charlot millionnaire, sur ces mêmes quais de gare où le train sifflerait 3 fois, le même mirage avait opéré. Si l'on avait déjà trouvé assez d'or pour payer sa place dans le transsibérien, la première partie du voyage était relativement simple, et même luxueuse. Avec ses salons, ses bureaux, ses cuisines, ses salles de bain, ses pianos, ses boudoirs et une chapelle, le transsibérien était une sorte de château roulant, qui présentait sur la plupart des châteaux 2 avantages certains, n'avoir pas d'escalier et traverser la Sibérie. Jusque-là, le contexte était plutôt russe. Mais passé le Yenisseï, le décor changeait. Tandis que les ingénieurs galonnais commençaient de regretter Moscou, les prospecteurs américains commençaient de reconnaître l'Arizona. Vous vous attendiez à trouver des Indiens. Il y en avait. Des Indiens. Des cow-boys, des sorciers, des trappeurs, des querelles et des idylles. S'il n'y eut jamais autant de monde qu'au tourniquet de la Tchilkout Pass, la ruée sibérienne rassemblait tout de même 15 nationalités, 2000 professions et un nombre indéterminé d'années de prison. Mais ce qui n'est pas sans intérêt, c'est que jusqu'en 1927, 10 ans après la Révolution, la région d'Haldane échappait au pouvoir soviétique. Les bandits sur les routes, les trafiquants dans les villes, la poudre d'or passant de poche en poche à mesure qu'un bon tireur rencontrait un meilleur. Bref, toute la lyre. En ce temps-là, le verre de sel coûtait un demi-verre d'or. Le couteau se portait plus souvent entre les omoplates qu'entre les dents. Quant aux femmes, on nous dit qu'au début, il n'y en avait pas du tout, ce qui est triste, et qu'ensuite, il y en avait une seule, ce qui est pire. Mais cette femme était communiste. Et par elle, seule Judith devant 4000 holofernes barbus, la ville fut sauvée. Aujourd'hui, sous l'œil de quelques holofernes survivants, les travailleurs de l'or sont des ouvriers comme les autres. Mais en mémoire de celle qui fit triompher la vertu, l'or à Haldane n'est gardé et manié que par des femmes.
Après tant de portes, de clés, de blindage, de tirelires, nous allions enfin voir l'or. Nous l'avons vu. Le voici. Décevant, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y avait deux manières de trouver l'or. C'est comme pour s'emparer d'un bandit. Il y a la filature, c'est la mine. Et il y a la rafle, c'est la drague. Et puis, il y a les individuels. Leur nom me rappelle ces coureurs des anciens Tours de France, sans équipe, sans marque pour les protéger, et qu'envoyaient après l'étape le vélo sur l'épaule, chercher un hôtel ou un réparateur. C'est de la même façon, mais volontairement, que les derniers chercheurs d'or échappent à l'organisation et à la sécurité. Leur technique est celle de la drague. C'est le vieux sluice californien qui retient l'or au fond de sa rigole. Mais la drague en prend davantage en une journée qu'en un an. En devenant ouvrier, ils gagneraient plus et vivraient infiniment mieux. Mais non, c'est l'or qu'ils veulent. Au fond de leur tombeau, les princesses Yakoutes portent au doigt un gros anneau d'or dans lequel est soigneusement enchâssé un petit morceau de fer, le vrai métal précieux. Et un ouvrier que je plaisantais sur la proximité des pépites m'a répondu en toute bonne foi. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai pas besoin de fausses dents. Deux états d'une même indifférence, de part et d'autre d'une brève poussée de fièvre. Mais cette fièvre, les chercheurs individuels n'en sont pas guéris. Ils ne le seront peut-être jamais. Tantôt tolérés, tantôt interdits, vivant dans le sillage des dragues comme des glaneuses, parfois récupérés pour des travaux secondaires, le plus souvent abandonnés à eux-mêmes, seuls peut-être de tous les soviétiques à ne pas bénéficier des lois sociales, de la retraite, des assurances, ils n'ont strictement aucun intérêt à continuer. Ont-ils du moins des raisons plus hautes? Je n'en suis pas sûr. Ils ne passent guère plus de vraie liberté dans leur individualisme que d'or dans la boue qu'ils remuent. Mais à force de mêler l'une à l'autre, il arrive qu'ils se trompent eux-mêmes sur l'objet de leur recherche. Et peut-être, en fin de compte, plutôt que des chercheurs d'or, sont-ils des chercheurs de boue. Lorsque nous avons repris l'Alena, sur le chemin du retour, nous ne l'avons pas reconnue. La grande sœur indolente était devenue cette négresse couverte de bijoux faux qui faisait trembler sur sa peau les taches d'un soleil que le ciel ne nous montrait pas. La tombée de la nuit n'ajoutait pas son fantastique à l'Alena, elle le lui restituait. Nous ne pensions plus à l'Alena transporteuse, pourvoyeuse, bergère de péniches. C'était la guérisseuse, l'envoûtée, la berceuse de monstres. Kyon Kyubei, la démone, exorcisée par les popes et méprisée par les activistes, a trouvé une tribune, le théâtre. Et ces dieux, ces diables, ces héros de Yakoutie dont nous sentions la présence affleurer dans toutes nos émotions sibériennes, je les ai vus vivre dans l'opéra yakoute, mêlés à la grande ombre de Nurgun Botor, le héros légendaire qui brave les forces naturelles pour délivrer les hommes. Je suis Tiyunia Mogol, le jeune guerrier,
Yuryun Volan s'est emparé de ma fiancée, Tuyarima. Son corps est enchaîné et le vieil avare des glaces tient son âme captive dans une bourse de cuir. Mais je la délivrerai. Ni le loup, ni la loutre, ni le renard fertile en question, ni l'ours équitable, ni l'araignée lumineuse qui tisse sa toile dans le ciel du nord ne m'arrêteront. Je montrerai ma lance aux constellations et je chasserai à coups de fouet devant moi la neige peureuse. Au matin, nous étions devant les rochers de l'Aléna. Là, précisément, Nurgun Botor se battit avec le diable. Et tout à coup, au hasard d'un débarquement, nous nous sommes trouvés en face de l'arbre magique, le mélèze protecteur auquel on suspend des ex-voto. Ainsi, à quelques kilomètres des bureaux du plan, et sans mettre en péril apparemment la construction socialiste, des hommes faisaient avec les choses les plus humbles leur offrande au Dieu inconnu. Grâce à l'arbre, nous savions maintenant que le monde du théâtre yakoute n'était pas seulement du folklore. Je suis Kyuyus, mère de Tuyarima. Mon mari est riche, j'ai de riches fourrures. Mais ma plus chère renarde, Yuryun Volan l'a prise. Et depuis que tu es loin de moi, tes dents aiguës, ô ma renarde, sans cesse me rongent le cœur. Ô toi que j'aime, ô trait de neige sale, ô visage mien, ô âme douce, pourquoi? Sur les bords de l'Aléna, les héros se rassemblent pour la quête. Soruk Bolur, Aïe Umsur, Haneskel. Ces chevaliers au nom d'épée sont les Lancelot, les Gauvin et les sagres morts d'une aventure qui les mènera jusqu'au pôle. Suivant à défaut de boussole, la flèche symbolique de Nurgun Botor comme on suit une étoile. Aujourd'hui, les Yakoutes suivent d'autres étoiles. Lorsque le Spoutnik est venu y ajouter sa perle fausse, le ciel boréal l'attendait de toute éternité. Autour de nous, la terre de Sibérie fourmillait d'appels et de signes. Et nous trouvions hautement symbolique que les premiers êtres destinés à l'espace fussent des chiens sibériens, les laïkas. Passer du traîneau à la fusée, c'est la manière sibérienne d'être de son temps. Je vous écris d'un pays lointain. Ces arbres calcinés, ces plaines désertes ne me sont pas moins chers que ces rivières et ces fleurs. On l'appelle la Sibérie. Il se trouve entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle, entre la terre et la lune, entre l'humiliation et le bonheur. Ensuite, c'est tout droit.